Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général de Sport sur BNL. Le Sport sur BNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un endroit où on informe, on rassemble et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec, à travers les secteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher parce qu'on va parler d'une façon de financer nos OBNL et d'autres projets. On va parler de sociofinancement. J'ai la chance ce matin ou cet après-midi, dépendamment quand vous regarderez la vidéo, de recevoir Elsie Lefebvre. Bonjour Elsie. Allô? Elsie est la directrice pour la région de Montréal de La Ruche. Je vais te laisser te présenter, Elsie, puis un petit peu présenter La Ruche pour mettre les gens en situation. En fait, La Ruche, c'est une organisation OBNL, donc qui vise le développement et le rayonnement de projets, d'idées, d'entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité. Donc, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la culture, le loisir, la santé, l'éducation, peu importe. Donc, La Ruche est là pour soutenir finalement les idéateurs du Québec. Alors, c'est notre mission première. On a une approche régionale également. Et moi, donc, je dirige La Ruche Grand Montréal et puis je travaille sur des projets de développement à La Ruche. Et donc, on est implanté depuis un peu plus de 5 ans. C'est né à Québec, La Ruche. Et, ils font des bonnes choses à Québec. Ils font des très bonnes choses à Québec et Montréal s'en est inspiré. Et donc, on a une approche régionale. On crée des ruches dans chacune des régions du Québec. On met ensemble l'écosystème entrepreneurial. Et donc, dans le fond, l'idée, c'est de soutenir le créateur dans sa démarche. On peut le prendre au début, pendant que le projet existe ou dans un déploiement. Donc, certaines organisations OBNL ou encore entreprises ou entrepreneurs individuels, donc se lancent à toutes sortes d'étapes. Nous, on se situe dans le financement 0-100 000. Donc, la première tranche de financement qui est souvent celle la plus difficile à obtenir pour l'entrepreneur. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on fait. Donc, La Ruche, c'est une plateforme qu'on appelle de sociofinancement, de crowdfunding, de financement. Écoute, il y a à peu près 25 ans pour le définir. J'aimerais ça qu'on aborde surtout tout ce principe-là. On reviendra peut-être un petit peu plus en détail sur ce que vous faites parce que c'est un petit peu particulier par rapport aux autres plateformes. C'est un peu particulier en termes de déploiement aussi au Québec. Puis votre mécanique est assez spéciale avec les communautés, ainsi de suite. Là. Mais de manière générale, là, toi, le sociofinancement, t'expliques ça comment là, pour ceux qui en ont jamais fait ou qui n'ont jamais participé à ça? En fait, c'est plusieurs personnes qui vont contribuer à un projet, donc ils vont donner des petites contributions qui vont faire une somme d'argent importante à la fin. Ça se déroule sur le web. Donc, nous, on est une plateforme web, comme tu le mentionnes. Alors, dans le fond, on offre la plateforme clé en main. Les gens inscrivent leur projet, puis partagent sur les réseaux sociaux, via les courriels, sollicitent les gens via un lien Internet pour que les gens contribuent à leur campagne. Et donc, une personne va donner 20 $. En retour, on va lui donner un accès à un événement. Une personne va donner 50 $. On va lui donner un repas dans un restaurant. C'est la notion d'avantage et de privilège. C'est ça. Là. Donc, c'est une pré-vente. C'est que, en somme, on est habitué de consommer. On va dans une boutique ou on va chez un fournisseur de services et on va payer tout de suite notre service. Dans le cas du financement participatif, parce qu'effectivement, il y en a qui connaissent le sociofinancement, le crowdfunding. Nous, à La Ruche, on parle de financement participatif. On trouve que c'est la meilleure traduction de l'anglais. Et c'est pour enlever cette idée-là de quêter de l'argent, parce qu'on quête pas de l'argent. C'est que dans le fond, on offre un service où on vend quelque chose à l'avance. Puis ensuite de ça, les gens ont entre 2 semaines, 1 mois, jusqu'à 6 mois, 1 an pour donner en retour le produit. Comme par exemple, si je vendais une montre, je mettrais en vente la montre sur la plateforme. Donc, pour 100 $, tu reçois une montre. Pour 200 $, t'en reçois 2, etc. Puis là, on peut le faire en biens et services. Donc, ça peut être si je suis quelqu'un qui offre des services, je sais pas moi, des services de thérapeute. Bon, je vais donner une promo. Donc, 15 % de rabais à ceux qui l'achèteront à ce moment-ci, une visite gratuite, etc., etc., l'invitation au lancement. Et donc, c'est une pré-vente. Donc, les gens vont l'acheter. Nous, comme organisation, on a l'argent. En fait, l'organisation qui fait campagne sur La Ruche a l'argent. Puis ensuite de ça, ça permet de créer le projet puis de le lancer, de le déployer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a différents types de financement participatif ou de sociofinancement? C'est quoi les différentes
catégories ou modèles qui existent? Ben en fait, principalement, c'est des gens qui ont acheté une contribution. Donc là, il y a vraiment un échange de services. Donc nous, c'est ce qu'on privilégie, c'est un échange de services. Mais on peut faire du don également. Donc un don pur, c'est-à-dire qu'on va donner 50 $, puis en retour, on va obtenir une reconnaissance éternelle et pour toujours d'avoir contribué à la bonne cause. C'est bon pour l'ego. C'est ça. Donc ça, c'est possible. C'est possible aussi d'émettre des reçus de charité. Donc bien des OBNL ont la capacité d'offrir des reçus de charité. Donc, vont passer par la plateforme. Donc, plutôt qu'organiser un souper spaghetti, organiser une levée de fonds, donc vont passer par la plateforme. Ça évite toute la question de remplir des chèques, des trucs. Ça se fait vraiment de manière simple, en ligne. Donc voilà. Et il y a les équités. Donc, c'est possible de le faire, mais c'est très rare. Au Québec, c'est réglementé par l'Autorité des marchés financiers. Et le plafond est très faible. Donc, c'est très complexe pour, disons, peu de retour sur l'investissement. Donc, il y a eu 2 cas comme ça au Québec. Seulement. Pour ceux qui sont pas familiers, c'est que c'est une prise de participation, puis on devient comme copropriétaire du projet. Là. Mais la plupart des projets sur la ruche... Parce qu'on a, dans un autre contenu vidéo, on a parlé un peu d'obligation communautaire, qui est un produit qui est complètement différent, mais qui n'est pas nécessairement installé dans une plateforme. Là. Exact. Puis bientôt, à la ruche, on va offrir d'autres services, donc ça va être possible de monnayer le temps. Donc, on va être capable d'intégrer l'offre de services en temps et aussi en biens. Donc, c'est-à-dire que j'ai un projet, j'ai besoin d'avoir un équipement X. Ben une personne va être capable de te l'offrir, puis ça va être quantifié en argent sur ta barre de progression. Donc, on va être capable de valoriser aussi les contributions qui ne sont pas qui sont pas monétaires, exact. En argent sonore. Okay. C'est-tu bon pour toutes les OBNL, pour tous les projets? Y a-t-il des projets en particulier où tu dirais le sociofinancement, ça fit mieux ou d'autres pas du tout? Ben en fait, je dirais que c'est au contraire, c'est vraiment pour tout le monde. T'sais. Donc, ce qui est plus difficile, c'est quand le projet est pas tangible. Donc, souvent quand on tu veux dire quoi par projet pas tangible? Quand on est dans la période de recherche et développement, puis qu'on sait pas, on est dans le prototypage, c'est plus difficile. Mais sinon, pour tous les projets, on a sur la ruche des projets en culture, en santé, en sciences de la vie. On a des projets très concrets d'aménagement d'espace, d'ouverture de bureaux, de locales, de restaurants, d'épiceries, peu importe. Il y a quelque chose que tu dis que je veux juste qu'on fasse un aparté dessus. Tu parles de projet. Ouais. On s'en va pas là financer le support à mission ou financer du cash flow. C'est possible aussi. Il y en a qui l'ont fait. T'sais, donc, on a plusieurs organismes. Ça a été succès. Ça fonctionne. Effectivement, c'est que dans le fond, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'en financement participatif, on est capable d'amasser un certain montant. Les gens vont dire, OK, j'ai besoin d'avoir 300 000 $. OK, très bien. Mais concrètement, combien es-tu capable d'amasser sur la plateforme en allant solliciter des petits montants auxquels peuvent s'ajouter des plus grosses contributions de 1 000, 2 000, 5 000 $. Donc, des OBNL, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une levée. Ça ressemble à une levée de fonds traditionnelle, si on veut, mais on passe via la plateforme. Donc, c'est beaucoup plus facile de le partager. C'est ça l'enjeu de ces plateformes-là, c'est que on crée un effet viral. C'est que moi, je vais te partager le projet et la campagne. Et donc, l'autre personne va le partager. Alors qu'une campagne traditionnelle de levée de fonds, bien, ça s'arrête finalement à la personne qu'on sollicite. C'est très un à un, là. C'est ça. Donc, tous les OBNL peuvent le faire et de plus en plus, d'ailleurs, se tournent vers ce type de financement. Souvent, ce que nous, on recommande, c'est de cibler un élément parmi sa grande mission ou un projet pendant l'année qui devient plus concret et tangible pour les citoyens qui vont recevoir la proposition. C'est dire, moi, si je contribue 30 $, ben, il va y avoir 30 personnes qui vont obtenir ce service. Ou si je finance ceci, il va y avoir dans l'organisme communautaire une popote roulante qui va être créée ou un petit café-resto ou, tu sais, peu importe. Donc, d'essayer de déterminer. Ciblé puis de tangible. Concret et tangible. Donc, à la fin, c'est ça. On peut voir vraiment l'effet de notre investissement. Ben oui. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il y a souvent un lien direct entre le projet puis les bénéfices qui sont accordés. Effectivement. Ce qui est donné en échange là, est souvent relié. Là. Donc, c'est ça. Donc, comme dans la mécanique pure du financement participatif, c'est de dire, je souhaite amasser 15 000 $ pour financer je sais pas moi, le lancement de tel programme dans mon organisation. Donc,
le 15 000 on va le décliner, puis effectivement, pour 20 souvent, on va dire merci éternel et toute notre reconnaissance. Ça devient un don. C'est ça. On commence par en bas. Effectivement. Et donc, si on peut remettre un reçu d'impôt, tant mieux. Sinon, ben tant pis, les gens vont quand même donner le 20 Ensuite, pour 30 qui est la somme habituellement qui est donnée le plus facilement par les gens. Donc, pour 30 remerciements évidemment, remerciements sur les médias sociaux et invitation au lancement de l'événement Y, ou encore 2 billets pour telle chose, ou encore, par exemple, plusieurs épiceries zéro déchet ou des coops vont remettre des biens tangibles, donc tu sais 2 sacs de farine, ou tu sais, on essaie de donner des choses tangibles qui ont la valeur, mais qui nous coûtent pas cher nous à produire. Est-ce que on retrouve souvent il y a un élément de rapport qualité-prix. Tu sais, j'ai vu des cas de lancement d'albums ou de livres ou des cas de gens qui ont fait des prestations artistiques, mais souvent le prix qu'on accordait sur la plateforme était plus élevé que le bien par la suite. Mettons l'exemple d'un livre, le livre qui va se ramasser en librairie à 20 $, mais quand tu l'achetais en préalable, tu le payais 35 par exemple. Ouais. Y a-tu c'est-tu un problème, ce rapport qualité-prix-là, ou c'est pas... Bien, en fait, c'est qu'il y a 2 stratégies dans la mise en marché de son produit ou projet. C'est de dire, OK, donc, je veux amasser 15 000 et donc, il y a dans ma communauté ce qu'on appelle l'argent, le love money, là, en anglais, désolé de l'anglicisme, mais c'est de dire, c'est des gens qui vont contribuer. L'argent de proximité, je pense que j'ai entendu dernièrement. Ah bon, très bien. Donc, l'argent de proximité, mais c'est des gens qui vont donner par amour du projet ou de la cause. Ouais. Donc. Mon oncle, ma tante. Exact. Donc, on peut être surpris de réaliser, nous, ce qu'on dit des fois, une personne seule qui lance un projet, là, qui a pas beaucoup de réseaux, qui lance, va être capable, avec de l'effort, mais quand même relativement facilement, d'amasser 1 000 à 3 000 $ dans son réseau proche. Donc, oui, c'est avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait, rendu à Noël, on faisait une collecte de fonds où on vendait des classiques calendriers ou les gratteux. Fait qu'on faisait, c'était une autre façon de financer à cette époque-là. Là. Exactement. Donc, il n'y a rien qui est nouveau, mais l'idée, c'est qu'on a concentré ça au sein d'une plateforme puis on met tout. T'sais, on fait une vidéo, est-ce qu'on présente son projet, on a le contrepartie, donc c'est clair, on transfère le lien, puis donc les gens donnent. Mais effectivement, autrefois, on était sur le perron de l'église, puis on annonçait à tous qu'on ouvrait un commerce au bout de la rue, puis on demandait aux gens de venir acheter. Là, maintenant, on l'envoie via le web. T'sais. Donc, effectivement, il n'y a rien de nouveau et c'est de la sollicitation. Mais pour revenir à l'argent de sa communauté très, très rapprochée, ces gens-là vont donner peu importe. Donc, c'est pour ça que les gens vont mettre, par exemple, 30 $, un livre, puis merci beaucoup. Donc, le merci beaucoup est effectivement une contribution de cœur. Donc, la personne va vous donner que vous soyez en train d'aider les enfants autistes ou encore faire une start-up ou présenter un spectacle ou un livre. Votre entourage va donner, peu importe la cause, c'est vous qui êtes le porteur du projet. Donc, quand on est dans une organisation avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on peut multiplier cet effet levier dans ces réseaux-là. Là, une fois qu'on a fait le tour de nos amis, familles, premier réseau, des gens qui appuient la mission de base de l'organisme, ben là, c'est là qu'on va chercher de l'argent supplémentaire. Et c'est pour ça que ça nous prend des contreparties qui ont aussi un effet, qui sont concrètes sur le montant, puis où là, le contributeur en a pour son argent. Donc, les campagnes qui fonctionnent le mieux, c'est dans le fond, on se sert de son réseau rapproché pour créer un effet de levier. Donc, démarrer la campagne, faire monter l'objectif 10, 15, 20, 30, 40%. Là, ça crée un effet « wow ». Puis là, la communauté est comme « wow, c'est quoi ce projet? C'est quoi cet organisme? C'est quoi cette entreprise? J'ai le goût de participer ». Puis là, c'est là qu'on sort de son réseau puis qu'on atteint l'objectif et souvent, on le dépasse. Moi, je vais t'avouer, dans mon autre vie, je fais beaucoup de consultations auprès d'organismes qui font et de la commandite et de la demande de financement puis du partenariat. Puis je les invite souvent à faire une première ronde de sociofinancement, ne serait-ce pour que démontrer. C'est un peu l'étude de marché. Ben oui. La preuve que il y a de l'engouement puis qu'il y a du monde en arrière. Fait que quand tu arrives puis tu dis, écoute, moi j'ai déjà cette communauté-là qui me supporte, puis tu te tournes vers un annonceur ou tu te tournes vers un élu, on s'entend que tu as déjà un peu un élément de succès là-dedans. Là. Effectivement, tu as tout à fait raison parce que, et de plus en plus, je dirais, les institutions financières et les organisations publiques ou privées reconnaissent le financement participatif comme
un des morceaux de ton financement. Et effectivement, pour plusieurs, quand on est dans la preuve de concept où on est nouveau, et même quand on est existant, effectivement, être capable de mobiliser 150, 200, 300 personnes, que ce soit pour un organisme ou si on est dans un truc plus privé, des clients, c'est de dire, OK, il y a vraiment une demande pour ton produit ou ton projet. Donc, c'est très valorisé. Je sais que plusieurs subventions dorénavant se donnent où les institutions bancaires vont accorder une très grande importance au fait que la personne est capable d'aller chercher ce financement-là. De mobiliser. Exactement. Tu sais, par exemple, des cafés. Tu sais, on a beaucoup d'épiceries zéro déchet, des cafés, des coworking, des coops qui ont pignon sur rue ou des restaurants. En fait, les gens annoncent une ouverture, vont faire une campagne de financement sur la ruche. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Des fois, ils le font seulement pour le marketing et pour justement ce rayonnement-là. Et donc, les gens vont acheter des contreparties. Un exemple qu'on avait eu concret, les gens achetaient des pizzas. Donc, acheter des pizzas à l'avance, en ligne, acheter des pizzas. Quand le resto a ouvert, ben là, il y avait toute une masse de personnes qui sont allées chercher leur pizza, accompagnées d'un ami. Et donc, ça a créé un effet wow du nouveau resto. Tout le monde était présent, c'était populaire. Puis pendant 3 mois de temps, le resto était plein à tous les jours. Même chose pour une épicerie zéro déchet, un café, tout ça, ça fonctionne très, très bien. Et même chose pour une organisation, un OBNL, à titre d'exemple, qui chercherait à avoir des membres. Mais dans le fond, c'est de se dire, OK, notre démarchage, notre recrutement, c'est une période où on va donner pour 20 $ un membership, un accès, des cours, des ateliers. Donc là, ben dans le fond, les gens, après ça, vont participer aux événements. Donc, on a fait une pierre deux coups. On a amassé des fonds. Puis en plus de ça, ben, on a mobilisé la communauté. C'est une transaction qui se fait sur une plateforme. Le projet n'existe pas nécessairement. Comment on se protège? Puis comment on est sûr? Je peux parler de mon expérience personnelle. J'attends encore depuis 4 ans une glacière sur Kickstarter que j'ai pas reçue. Donc, que j'ai perdu mon argent, puis on parle de quelques centaines de dollars. Mais au Québec, je sais qu'on est protégé différemment. C'est quoi la mécanique? Ben en fait, c'est sûr que nous, on accepte tous les projets. Donc, à la base, les plateformes sont nées comme ça. Sont nées par du fait que certaines personnes se faisaient refuser du financement par les autorités actuelles ou les banques et tout ça. Ils disaient, non, mais mon projet est vraiment bon. Je vais vous démontrer que ça fonctionne, puis je vais avoir des clients, je vais le vendre. Puis ensuite de ça, je vais le produire. Effectivement, sur une plateforme comme Kickstarter, évidemment, qui est la plus grande plateforme internationale, tu sais, quand les gens disent le crowdfunding, là, est-ce que c'est quoi ça? Kickstarter, c'est 4 milliards de dollars, là. C'est immense. Une économie exceptionnelle, extraordinaire. Au Québec, nous, on est rendu à près de 6 millions qu'on a amassé à travers différents projets au Québec. Donc, sur les différentes plateformes ou juste sur la ruche? Sur la ruche. Sur la ruche, dans toutes les régions où on est présent. Donc, 6 millions quand même. On est petit, on est plus petit comme économie, puis on est nouveau. Puis tu l'as dit tantôt, c'est le début, puis c'est souvent l'effet multiplicateur qui va te permettre d'aller chercher un autre type de financement ou un autre type de partenaire, puis un autre type de commandite aussi. Là. Exactement. Donc, on va en parler tout à l'heure. Nous, on additionne des programmes partenaires. Donc, on est capable d'aller bonifier le financement qu'on ramasse en financement participatif. Mais pour revenir à la question de savoir la fraude, là, ou s'assurer que... Ben, c'est pas nécessairement une fraude, mais des fois, tu as des gens qui sont pleins de bonne volonté, puis quand arrive le temps de réaliser leur plan bancal, ils sont pas toujours capables de réaliser, ou il se passe toutes sortes de raisons aussi. Là. C'est ça. Mais nous, à la ruche, c'est là où on se distingue un peu des autres. Bien évidemment, on est dans un marché québécois, donc plus petit, et on a une approche humaine. Donc, on a des directeurs régionaux dans toutes les régions. Donc, tous nos projets sont accompagnés par une personne physique qui est là, et donc qui est à même de regarder le projet. Nous, notre critère, évidemment, c'est de laisser une empreinte sociale, économique, culturelle, environnementale au Québec. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, c'est de s'assurer que le projet va se réaliser. Donc nous, on regarde pas le plan d'affaires, on regarde pas les finances de l'organisation ou de l'entreprise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'assurer que tu nous dis que tu vas ouvrir une épicerie zéro déchet, ben t'as-tu un bail, pour le démontrer? Donc, on s'assure quand même d'une certaine conformité à savoir que le projet est réaliste et réalisable. Donc, si la personne nous dit, je veux créer une plateforme, puis elle nous dit, je veux ramasser 5 000 $, ben non, ça va pas coûter. Fait on s'assure qu'il y a une logique entre... Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Donc, on n'a pas eu de cas où les contreparties n'ont pas été délivrées. C'est quoi le modèle d'affaires pour que ça soit intéressant pour une organisation comme La Ruche, là? Parce qu'en quelque part, ça prend des honoraires ou comment ça fonctionne, là, pour l'expliquer un peu? Là? Oui, bien c'est sûr que nous, on est au BNL, donc ce qui fait qu'on est des gentils, donc on travaille pour le bien commun. Toutes les OBNL sont des gentils. Exact, pour le bien commun. Donc, mais effectivement, c'est ça l'objectif. Donc, nous, on n'est pas là pour s'enrichir, on est vraiment là, notre mission, comme au BNL, c'est de favoriser l'émergence de projets au Québec.
par cette mission-là, on est reconnu par le gouvernement du Québec comme un acteur de développement économique, entrepreneurial, mais aussi on a des ententes en culture, on a des ententes avec différents autres partenaires. Les municipalités, les MRC aussi nous appuient dans la perspective d'une approche régionale. Donc, l'objectif, c'est de dire, bon, moi, de Montréal, je pourrais gérer des projets en Abitibi, à titre d'exemple, parce que bon, ça se fait sur le web. Bien des gens nous diraient ça, mais non. Ce qu'on souhaite, c'est que la communauté locale se prenne en charge, si on veut, autour d'une ruche. Donc, il y a des acteurs, on a un réseau d'ambassadeurs. Donc, ces gens-là sont des gens connectés dans toutes sortes de secteurs, des PDG d'entreprises, des présidents d'organismes communautaires. Des DG d'OBNL, j'en connais. Exactement, voilà. Qui font partie de la ruche. C'est ça, donc qui sont nos ambassadeurs et donc qui vont appuyer l'entrepreneur dans sa démarche parce qu'on pense que plus on est appuyé, plus on va aller loin. Et donc, c'est ça. Donc, c'est notre modèle d'affaires est celui-là. Donc, on est financé d'un point de vue local. Donc, on n'est pas dans une plateforme qui prend un pourcentage. On prend un pourcentage aussi. Okay. Donc, on est financé aussi, on a Desjardins, qui est notre très grand partenaire, donc qui accompagne la ruche depuis le début parce que, bon, on a une mission commune, à savoir le développement des projets puis des initiatives québécoises et au Québec. Donc, on a Desjardins, on a le gouvernement du Québec, qui est un grand partenaire, et les différentes municipalités MRC à travers le territoire. Ça, c'est le financement de base. On prend également, comme les autres plateformes, un pourcentage. Donc, c'est 4 C'est 4 vous autres? Sur le montant qui est amassé. Puis, est-ce que ce 4 %-là inclut le 2,5 de frais transactionnels? Qui s'ajoute, effectivement. Okay. Donc, c'est par carte de crédit dans beaucoup de cas, fait qu'on perd toujours un 2,5-3 %. C'est ça. Donc, c'est avec Stripe. Donc, grosso modo, là, on calcule que c'est un 7 finalement de frais qui va à la ruche et à Stripe lorsque la campagne est réussie. Donc, nous, on va accompagner tout le monde que vous bâtiez un projet puis finalement, vous décidez de pas le faire. Ça va rien coûter. Si on a un échec, donc si on échoue sa campagne, il n'y a pas de frais non plus. C'est quoi votre taux de succès à Ruche, à peu près, sur les projets qui sont déposés? Là? Ben en fait, moi, je suis très fière ici dans le Grand Montréal. Là, dans la dernière année, on a un taux de succès de 79 Donc, donc d'année en année, on augmente beaucoup notre taux de succès parce qu'on accompagne encore davantage, puisqu'on est reconnu, on accompagne encore mieux les projets. On a plus de partenaires. Donc, on est à même de bien accompagner les projets. Puis, si vous allez sur la plateforme, c'est tout ou rien. Donc, vous fixez un objectif. Oui, c'est ça. C'est un go or no go. C'est ça. Donc, ça inquiète tout le monde. C'est de dire, mais non, mon Dieu, tu sais, je veux ramasser 10 000 mais si je ramasse juste 8 000 je vais tout perdre. Si vous allez sur la plateforme et sur presque toutes les plateformes, vous allez voir, c'est soit un 100 ou un 0. C'est que dans le fond, il y a des gens qui pensent que c'est magique, donc ils vont mettre un projet en ligne puis ils pensent que l'argent va tomber du ciel. Il y a un travail qui est fait, puis normalement, une personne bien organisée, ça demande pas une préparation inouïe, mais quand même, ça demande du temps, puis ça demande du temps à faire la campagne. Mais nous, on guide bien les gens, puis normalement, quand la personne se lance, elle a une belle page de campagne, elle est prête, elle est outillée, puis elle va réussir la campagne. Et c'est pour ça que nos taux de succès ne font que croître. Et donc, 4 projets sur 5 réussissent leur campagne. On fixe un objectif réalisable aussi. Ouais, l'idée, c'est d'avoir un succès. Parce qu'on peut dire, j'ai besoin de 25 000, mais peut-être que c'est mieux d'avoir 5 000 puis d'avoir un succès. C'est fun que tu en parles parce que ça va nous permettre d'introduire, juste vous dire qu'on va faire une deuxième capsule ensemble sur les éléments de succès d'une campagne de sociofinancement. Puis je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Là, on voulait couvrir principalement c'est quoi. Puis après ça, on va parler des éléments de succès. Un petit peu en conclusion, là, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la ruche au niveau du déploiement. Actuellement, là, c'est combien de régions au Québec puis comment ça fonctionne? En ce moment, bon, il y a le Grand Montréal qui touche Montréal. Il y a Québec, bien sûr. Rive-Sud, effectivement, Québec et Lévis. Donc, le Grand Québec, oui. On est en Mauricie. On est en Estrie et on est au Bas-Saint-Laurent. Et on travaille à l'heure actuelle, justement, on a des engagements pour ouvrir des ruches à travers tout le territoire d'ici 2 ans. Donc, soyez à l'affût si on n'a pas encore de ruches. Ça tombe bien parce que nous, on rejoint tout le Québec. Bon, parfait. Donc, des gens d'un peu partout. C'est ça. Donc, il y a de la demande partout. On souhaite vraiment soutenir notre mission qui est le développement régional au Québec. Donc, puis nos partenaires, bien évidemment, le gouvernement du Québec et Desjardins sont engagés dans la même mission. Donc, c'est ça. Bien, je te remercie. Bien, merci. J'espère que ça vous a aidé. Comme je vous dis, il va y avoir une deuxième capsule sur les éléments de succès. Je vous invite à visiter le site de la ruche et de possiblement déposer des projets. Vous allez voir, ça peut être pas mal de fun. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.